je vais présenter notre conférencier. Il s'agit, bon, comme vous le savez, un illustre personnage devait venir à Paris il y a quelques semaines, mais il n'a pas pu venir à cause de la situation. Heureusement, nous avons pu réorganiser la conférence et donc Philippe Chassaigne est ici ce soir. Et on aurait bien invité l'autre illustre personnage, mais apparemment, il y avait un protocole à suivre. On n'a pas pu. Alors, Philippe Chassaigne est professeur à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Il a publié trop de livres, à mon avis. Souvent, certains livres qui sont des histoires générales de la Grande-Bretagne et le monde, histoire de l'Angleterre. Aussi d'autres sur la monarchie, notamment sur la reine Victoria, ou sur les relations extérieures, la Grande-Bretagne et le monde, ou un autre sur la relation spéciale avec les États-Unis. Bref, mais une des choses que j'apprécie particulièrement dans ce travail, c'est qu'il a toujours eu le souci de parler à des gens qui n'étaient pas universitaires, et c'est pour ça qu'on entend régulièrement sur France Culture intervenir. Et évidemment, cette année, quand la monarchie britannique s'organise pour être sûr que nous ne nous ennuyons pas. Je pense qu'il va être beaucoup demandé. Alors, je vais laisser la parole à Philippe Chassaigne pour nous parler de quelle monarchie après le décès d'Élisabeth. Et puis après, il y aurait un moment pour les questions. Merci beaucoup. Merci, John. Voilà, donc en diapositive d'ouverture, hein, j'avais reconnu la photographie du nouveau roi Charles III, donc montant, veillant le cercueil de sa mère dans Westminster Hall avec ses frères et sa sœur, ainsi que son fils. Et puis, bon, pour tenir à l'actualité, donc le premier voyage officiel de Charles et de son épouse, donc en Allemagne. Après donc l'abandon du séjour, du voyage à Paris et à Bordeaux. Donc j'ai d'autant plus regretté puisque j'avais été pressenti pour couvrir l'événement pour France 3 Aquitaine. Enfin bon, tant pis. Il paraît que ce n'est que partie remise. Bon, en tout cas, entre la photographie de gauche et celle de droite, eh bien, il y a 7 mois qui se sont écoulés, un peu plus. Le nouveau roi sera couronné et sacré donc le 6 mai, dans un peu moins de 3 semaines. Et donc, entre l'accession et le couronnement, 9 mois se seront écoulés. Alors, 9 mois, c'est une gestation, mais en termes de couronnement, c'est un peu court, puisque, par exemple, Élisabeth II avait accédé au trône en février 1952, mais elle avait été couronnée donc d'un an plus tard, en juin 1953. Ce calendrier ramassé, si je puis dire, est peut-être dû au fait que, Charles se rend bien compte qu'il ne régnera pas aussi longtemps que sa maman, sans vouloir lui souhaiter le moindre mal. Et donc, un certain nombre d'éléments, à mon sens, ça contribue à montrer qu'il veut aller vite dans un certain nombre de modifications de la fonction monarchique, de l'apparat de la monarchie. Et c'est un des éléments que je soulignerai au cours de cette séance. Mais même s'il n'est sur le trône que depuis un peu plus de 7 mois, il y a déjà quelques éléments qui sont apparents. Tout d'abord, sa mère avait pratiqué donc les walkabouts, les déambulations. D'ailleurs, elle suivait la pratique qui avait été inaugurée par ses parents, George VI et la reine Elisabeth, puisque le premier walkabout royal, c'était lors de la visite du Canada en 1939. Donc, Élisabeth II pratiquait des déambulations et Charles, lui, eh bien, n'hésite pas à recourir au bain de foule. Sur cette diapositive-là, vous voyez, c'est le tout premier bain de foule du nouveau roi. Lorsque donc, la Bentley, je crois que c'est une Bentley, la Bentley royale arrive devant les grilles du palais de Buckingham, eh bien, la voiture s'arrête. La reine consort en sort. D'ailleurs, j'ai bien suivi, il m'a semblé voir dans ce regard une question du genre « Comment vais-je être accueilli ?»
N'oublions pas 1997, donc il y a 25 ans, après la mort de Diana, elle avait dû se cacher, enfin rester chez elle pendant plusieurs semaines. C'est dès qu'elle apparaissait en public, on lui jetait des mottes de terre, du crottin de cheval, etc. Donc là, tout s'est très bien passé. Et donc, le roi sort ensuite et... alors, attendez, je vais avoir besoin d'un curseur, donc pointeur laser, excusez-moi. Voilà. Et il y a donc ce moment inimaginable avec la reine Elisabeth II, où cette dame, après avoir dit « if you please », l'embrasse comme du bon pain. Donc, effectivement, plus de spontanéité. Par ailleurs, la reine Elisabeth II portait toujours des gants pour ses walkabouts, et donc là, le prince Charles, lui, serre les mains avec un plaisir évident, ce qui peut se comprendre, parce qu'il a quand même attendu assez longtemps. Donc, probablement, une monarchie passée sous le signe de davantage de spontanéité. Tout ceci, bien sûr, avec des points d'interrogation. C'est le futur qui pourra nous le dire, l'avenir qui pourra nous le dire. Donc, il était aussi annoncé que le couronnement sera plus court, 3 heures tout compris et non 8 heures, en 1953. 2200 invités et non pas 8000. Parmi ces 2200 invités, il y aura 850 personnes représentant des activités caritatives et de community servicing. Sur les 910 membres de la Chambre des Lords, il y en aura 40 qui seront invités, d'où la course au carton d'invitation dont certains médias faisaient état hier et aujourd'hui. C'est un média français, ils en parlent un peu plus longtemps. Il a été aussi annoncé que William, donc, est devenu prince de Galles à l'accession de son père sur le trône, mais qu'il n'y aura pas de cérémonie d'investiture comme à Carnarvon en 1969. Et tout à l'heure, j'ai une petite diapositive consacrée à cela. Quand on regarde les images d'actualité, on voit bien que pour le prince Charles, cette investiture a été une véritable souffrance. Il est mal assuré. Bon, sa mère n'arrive pas à mettre la couronne de prince de Galles correctement sur sa tête, il doit la ranger. Enfin bon, pour quelqu'un qui était effectivement, à l'époque, qui était connu pour être timide, introverti, c'était oui, une épreuve tout à fait difficile. Donc je pense qu'il a voulu l'épargner à son fils. Bon, également, simplification de la vie de cour avec la suppression des dames de compagnie, ladies in waiting, remplacée donc pour la reine Camilla par des Queen's Companions, donc 6 personnes prises parmi ses amis qui ne seront pas rémunérées mais défrayées, donc des dépenses engagées. Les anciennes dames de compagnie d'Elisabeth II ont été promues, mais bon, c'est la promotion placard, hein, placard doré quand même, Ladies of the Household, donc une monarchie plus simplifiée. Néanmoins, point trop d'en faut, il y aura quand même le maintien de tradition. La cérémonie du couronnement a été préparée par le duc de Norfolk, Edward FitzAlan Howard, donc Earl Marshal, fonction héréditaire, c'est son père qui avait préparé le couronnement précédent. Charles, ça c'est, on le sait depuis hier, Charles revêtira, une question que je me posais, comment allait-il être habillé? Donc Charles revêtira les divers vêtements cérémoniels, notamment le colobium Saint-Denis pour l'onction, donc la chasuble en lin blanc sans manches, également la super tunica dorée au moment de l'investiture. Il portera la robe d'État pour la sortie de l'abbaye et il portera tous les régalias, la couronne de Saint-Édouard, le globe, les sceptres, etc. Et il y aura bien un sacre. L'huile utilisée pour l'onction a été fabriquée à Jérusalem, consacrée il y a quelques semaines par l'archevêque anglican et le patriarche orthodoxe, mais il n'y a pas dans cette huile-là d'ingrédients d'origine animale. Dans l'huile précédente, il y avait de l'ambre gris, donc il prenait des baleines, et donc là, plus d'ingrédients d'origine animale. Il y a de la fleur d'oranger, de l'huile d'olive, enfin bon, ça va sûrement sentir très bon. Et puis, il sera proclamé fidei defensor, défenseur de la foi, comme tous ses prédécesseurs depuis Henri VIII. Néanmoins, la cérémonie ne sera pas une cérémonie exclusivement anglicane, puisque Charles a invité des représentants des autres cultes pratiqués dans son nouveau royaume. D'ailleurs, Charles avait, il y a longtemps, dit que plutôt que défenseur de la foi, il se verrait défenseur de foi. Et donc, pour prendre en compte le caractère multiconfessionnel, multireligieux de son pays. Et puis, il y aura également des dynastes non chrétiens, l'empereur du Japon, le sultan d'Oman,
et d'autres. Donc une monarchie plus moderne et plus représentative de la société britannique. Alors bien sûr, je le disais, je mets des points d'interrogation à la fin de chacune de mes remarques. Bon, mais il est également difficile de succéder à un règne de 70 ans. Néanmoins, bon, ces débuts sont reconnus globalement comme réussis, malgré l'épisode des œufs à York, où un étudiant, un jeune étudiant de l'université de York, vous voyez ici arrêté par la police, avait jeté des œufs sur Charles et son épouse. Bon, les œufs avaient manqué leur cible, bon, mais bon, je vais dire c'est fait couleur locale. Je ne dis pas qu'à York, mais je vois qu'il y avait des œufs. Mais en tout cas, c'était plus anecdotique qu'autre chose. Et donc, en fait, au cours de cette séance, cette conférence, je me propose non pas de rappeler les 7 décennies du règne d'Élisabeth II, mais plutôt de les aborder en développant en miroir l'histoire de Charles. Et afin de mieux comprendre sa personnalité qui est complexe, hein, ça, toutes les personnes qu'elle aime ou pas. Parce qu'on verra que Charles a longtemps été, enfin, à un moment, était un personnage extrêmement clivant, au moment, bon, bah, vous le savez tous, hein, au moment des démêlés conjugaux avec la princesse Diana. Mais donc, c'est une personnalité qui est complexe et peut-être donc en tirer quelques pronostics pour la suite de son règne. En tout cas, de 1948, date de sa naissance à 1969, qui est l'année de son investiture comme prince de Galles, Charles a vécu, pourrait-on dire, dans l'ombre du trône. Alors, bon, là, pour un simple, enfin, donc plus qu'illustratif, enfin, pour rappel, pour mémoire, donc une généalogie des différentes maisons régnantes en Grande-Bretagne, et puis donc là, bon, là, à gauche, c'est plus sérieux. Là, bon, mais j'ai pris ce que j'ai trouvé sur Internet. Donc, là, le nouveau roi, Charles III, et l'ordre de succession, donc en un, Guillaume, William, puis le prince George, la princesse Charlotte, le prince Louis, etc. Voilà, donc c'est pour le situer dans la continuité chronologique, mais bon, pour une maison régnante, c'est toujours nécessaire, en tout cas très utile. Donc, Charles est né en novembre 1948, le 14. C'est le premier enfant de la princesse Élisabeth et de Philippe, qui s'étaient mariés l'année précédente. Donc, ici, photographie du mariage. Bon, j'avais cette diapositive pour une conférence précédente sur un thème un peu différent, mais je l'ai laissée pour plusieurs raisons. Bon, tout d'abord, ici, bon, ça nous montre la princesse et la future Anne-Élisabeth II enfant, elle doit avoir 4-5 ans. Ici, bon, je ne vais pas prendre trop de temps, mais ça me fait toujours penser à une petite anecdote amusante. Donc là, c'est la princesse au moment où elle est dans l'armée auxiliaire de l'armée de terre, et elle apprend donc à conduire des camionnettes. Au moment du Brexit, lorsqu'il y avait une file de camions qui s'allongeait à Douvres, attendant pour traverser le Channel, un magazine, je ne sais plus quel magazine en question, un magazine humoristique anglais, a fait un petit photomontage. Il y avait Boris Johnson au téléphone, la reine au téléphone aussi, et la reine disait « Oui, j'ai appris à conduire des camions pendant la guerre. Pourquoi me posez-vous cette question ?» Et évidemment, la photographie en dessous, donc c'est celle prise au moment où la reine va prononcer à la BBC le discours qu'on appelle le discours, le serment du Cap. Donc c'est à Cape Town, à la ville du Cap, dans l'Union sud-africaine, qui était alors un royaume du Commonwealth. Et donc, bon, où elle a prononcé les phrases qui ont été rappelées multiples reprises, que ce soit au moment du jubilé de platine ou de ses funérailles. Je jure que ma vie, je m'engage à ce que ma vie, qu'elle soit longue ou courte, sera consacrée au service de la grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous. Et un serment qu'effectivement elle a honoré jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'elle est quand même décédée 2 jours après avoir reçu Liz Truss, qui succède à Boris Johnson, donc au château de Balmoral. Donc le mariage avec Philippe, donc ça c'était en avril 1957 pour son 21e anniversaire. Donc là c'est le mariage avec Philippe en novembre 1947. Et donc en novembre 1948, eh bien c'est la naissance du premier enfant du couple, donc Charles. Et ici, c'est une photographie prise par Cecil Beaton. Bon, Cecil Beaton qui était
le photographe officiel, qui était officieusement le photographe officiel de la couronne. C'est lui qui a pris toutes les photos, notamment de la reine, de la reine Elisabeth, donc et ensuite la reine-mère. C'est lui qui lui avait conseillé de relever le bord de son chapeau pour lui donner un peu plus de stature, hein, puisqu'elle n'était pas très très grande. Bon, voilà, donc là, bon, c'est la maman qui se penche sur le berceau de son enfant, bon, une image d'amour familial. Le deuxième enfant, c'est Anne, la princesse royale qui est née en 1950. Il faut bien voir qu'en fait, au-delà de la photographie pittonesque, si vous me permettez cette invention langagière, les rapports en fait ont été longtemps distants entre la mère et le fils, tout simplement parce que justement la princesse Elisabeth a pris très au sérieux l'engagement qu'elle avait pris devant l'ensemble des habitants de l'Empire, c'est-à-dire le Commonwealth, donc le British Commonwealth of Nations, au 4 en avril. Et donc, au moment du couronnement en 1953, eh bien, donc, bon là je passe rapidement, ici c'est la reine Elisabeth II en robe de couronnement. Et puis, au cours des 8 heures de retransmission, on voit qu'au moment de dans les 3 heures qu'ont duré le couronnement et le sacre, le pauvre Charles, il s'ennuie, hein, manifestement. Il a 5 ans. Alors que lorsque la princesse Elisabeth a assisté au couronnement de son père en 1937, elle avait 11 ans. Et donc, Charles, en 1953, ne comprend probablement pas de façon très précise qu'un jour, c'est lui qui sera là. Tandis que Elisabeth comprenait qu'il y avait de très grandes chances pour que le moment venu, ce soit elle qui soit à la place de George VI, hein, donc couronné et sacré. Parce que bien sûr, même si la fiction institutionnelle selon laquelle si un enfant de sexe masculin était né, même tardivement, au sein de la famille royale, eh bien, ce petit bébé de sexe masculin serait passé immédiatement devant sa grande sœur dans l'ordre de succession. Mais bon, il était évident dès 1939-40 que non, la famille royale resterait avec 2 enfants, il n'y aurait pas d'autres, et que donc l'héritier présumé était bien la princesse Elisabeth. Même si Georges VI a toujours refusé qu'on l'appelle princesse de Galles, il considérait que le titre de prince de Galles était un titre exclusivement masculin, donc exit princesse de Galles. Ce couronnement, vous le savez, il était diffusé donc à la télévision. Il a dopé les ventes de téléviseurs en Grande-Bretagne. Le parc de téléviseurs est passé de 1 500 000 appareils à 3 millions. Il a été suivi par 27 millions de téléspectateurs en Grande-Bretagne. 80%, je crois, des Britanniques l'ont regardé, soit chez eux ou chez des voisins qui avaient la télé ou dans des pubs, etc. Enfin bon, donc 26 millions de téléspectateurs en Grande-Bretagne, 77 millions dans le monde. Et en 1953-1954, eh bien, la reine Elisabeth II et le prince Philippe entreprennent un grand voyage dans le Commonwealth. Et donc, ici, cette carte-là, bon, qui a le mérite d'exister, vous avez reconnu les cartes de Wikipédia, donc, présente en rose les royaumes du Commonwealth, donc les États qui ont le souverain britannique comme chef d'État, et donc en rouge foncé, ce sont les colonies qui existent encore en 1952. Bien sûr, l'Inde, elle est devenue indépendante. Mais vous voyez, le Pakistan, lui, est un royaume du Commonwealth jusqu'aux jusqu'aux années 60. Bon, donc, Elisabeth II et son mari partent pour 7 mois. Ils visitent 13 pays, dont l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et dans les pays d'ailleurs dans lesquels ils sont accueillis avec un énorme succès. Dans l'histoire, alors je ne suis pas spécialiste de l'histoire de l'Australie, mais je pense ne pas m'avancer trop si je dis que dans l'histoire des voyages royaux en Australie, les 3 plus populaires ont été ceux du prince de Galles, futur Édouard VIII en 1921, ensuite celui d'Elisabeth II et de son mari en début de l'année 1954, et ensuite le voyage de Charles et de Diana en 1983. C'est vraiment les 3 plus importants, les 3 événements les plus populaires, avec des foules très importantes qui sont mobilisées, si je puis dire, à chaque fois. Cela me permet donc de souligner au passage l'importance des voyages tout au long du règne d'Elisabeth II, qui a bien été
le souverain britannique qui a le plus voyagé. Il faut bien dire que ses prédécesseurs n'avaient pas beaucoup voyagé. Victoria un peu, mais davantage des voyages d'agrément, des voyages privés que des voyages, des visites officielles. Ils sont allés quand même aller 2 fois à Paris. Donc, au cours de son règne, Élisabeth II a effectué 270 visites dans 130 pays à peu près. Arrive en tête le Canada, 27 visites, l'Australie, 18, la Nouvelle-Zélande, 10. Suivent la Barbade, Fidji et la Jamaïque, 6 visites chacun. C'est bien la peine que les Barbadais se proclament indépendants, enfin, proclament république, sans même attendre le décès de la reine Élisabeth II, puisqu'ils l'ont fait en novembre 2021. Quelle ingratitude. La France, l'Allemagne, l'Inde, les États-Unis ont eu droit à 5 visites chacun. Ensuite, on a la Chine communiste, la Russie, le Brésil, le Japon, avec une seule visite. À noter que cette année et l'année prochaine, le prince Charles va entreprendre, enfin son épouse, vont entreprendre plusieurs voyages dans le Commonwealth. Évidemment, c'est en écho à ces voyages, ce tour du monde de sa mère et de son père, donc en 1953-1954. Charles et sa sœur n'accompagnent pas leurs parents lors de ce périple. Ils sont laissés aux soins de gouvernantes. Les retrouvailles filmées pour la télévision montrent, elles sont très formelles. Et donc, ces relations distantes, on les voit aussi bien entre la mère et le fils, j'insistais, mais également entre le père et le fils, entre Philippe et Charles, avec des tempéraments très différents. Donc, Philippe, lui, s'était constitué dans l'adversité, après les difficiles conditions de sa jeunesse. Sa mère souffrant de problèmes psychologiques, son père qui dépense l'argent qu'il n'a pas sur les tables de jeu de Monte-Carlo. Et en fait, le prince, Philippe Danemark et de Grèce, avait trouvé une stabilité dans cette école en Écosse, l'école de Gordonstoun, une école qui avait été fondée par Kurt Hahn, un pédagogue juif allemand qui avait d'abord fondé une première école de ce type-là en Allemagne, puis 1933, dit quelque chose. En 1934, Hahn quitte l'Allemagne et il recrée son école donc en Écosse. Et Philippe y avait trouvé un sens à sa vie. Il y a donc envoyé son fils. Pour la guerre, il trouvait que le prince Charles était, autrefois on a dit qu'il était un peu songe-creux, donc un peu trop intériorisé, introverti. Et donc, il voulait en faire un homme. Donc, la photographie ici nous montre Charles arrivant à Gordonstoun accompagné par son père. Et pour Charles, c'était une épreuve terrible. Une fois, il a dit que ça avait été Colditz in Kielz, donc la prison allemande, Colditz in Kielz, du fait d'exercices physiques très exigeants. Il a été brimé par ses camarades, des princes héritiers, et donc ça ne fait que renforcer le divorce entre le père et le fils. Ce divorce, en fait, il a duré une grande partie de sa vie. J'en veux un exemple plus tardif, mais c'est après la publication, après ce qu'on appelle le Camilla Gate, la publication dans la transcription d'un discours un peu olé olé entre Charles et Camilla par Campbell. Philippe aurait engueulé, il n'y a pas d'autre terme, son fils en lui disant, chastes oreilles, attention, maintenant tout le putain de pays c'est qui tu sautes. Ce n'est pas que tu sauté cette femme depuis des années qui me tracasse, c'est que tu es tellement idiot que tu te sois fait prendre. Bon. Donc, on a bien le langage fleuri que le prince Philippe affectionnait. Et bon, là, en 1993, Charles, c'est plus un adolescent, depuis longtemps. Donc, néanmoins, si la discipline, etc., mais Charles a quand même trouvé certains éléments positifs. Son passage à Gordonstoun, notamment, il a appris à jouer de la musique et il s'est distingué dans des productions de pièces de tas, notamment un Hamlet de Shakespeare, à la connaissance de laquelle ses parents étaient venus assister. Après Gordonstoun, Charles va à Cambridge, obtient une licence en histoire et en archéologie. Il a été le premier membre de la famille royale, ever, à avoir un diplôme. Entre-temps,
l'attention s'était focalisée sur les relations entre la reine et son mari. La presse suppute en 1957 qu'il y a des tensions dans le ménage. Bon, il faut remarquer que 2 enfants pour un couple aussi jeune, ça ne fait pas beaucoup, heureusement. Donc, 1959, la reine est enceinte et Andrew naît en 1960. Peut-être pour cette raison-là que Andrew passe pour être le fils préféré de la reine. En tout cas, bon, l'honneur était sauf. Et Edward naît en 1964. Bon, il y a aussi mais là, je n'ai pas le temps, je ne vais pas le développer, évidemment, le projet contrarié de mariage de Margaret avec Peter Townsend, donc ex-écuyer du roi George VI. En 1960, Margaret épouse le photographe de mode Anthony Armstrong-Jones, et pour le coup, elle incarne l'Angleterre des swinging 60s, hein, les années 60 qui bougent, et incarne plus la modernité qu'Élisabeth II, qui, elle, représente davantage la tradition. Même si, en 1957, innovation dans la communication, eh bien, c'est le message de Noël, qui était radiodiffusé depuis George V en 1932, et désormais télévisé. Alors, c'est pareil, quand on regarde, c'est pas très long, c'est 7 minutes, quand on regarde le passage, on voit qu'Élisabeth II n'est pas du tout à l'aise devant la caméra. Bon, la photographie n'est pas très, très grande, mais enfin, environnée de photos de famille, bon, elle est dans un bureau, je crois que c'est à Windsor, ou à Balmoral, je ne sais plus, en absence. Mais donc, en fait, elle lit le texte de son discours, elle dissimule maladroitement les feuilles derrière le premier rang de photographie, mais enfin bon. En fait, la reine Elisabeth II est devenue une bien meilleure communicante en prenant de l'âge. Et notamment, on pourrait comparer, enfin ce serait cruel, mais ce discours de Noël en 1957 avec son adresse à la nation en 2020, au moment de l'épidémie de Covid-19. Elle a fait l'unanimité quant à la façon dont elle avait su exprimer des sentiments simples, humains, chaleureux, hein, et aller, enfin, en quelques mots, essayer de redonner confiance à ces sujets. Néanmoins, la reine s'est aussi quand même pliée à un certain nombre d'injonctions de la mode. Elle a modernisé son look. On est dans les années 60. Évidemment, elle n'a pas adopté la mini-jupe de Mary Kent, mais vous voyez, 1957, la robe de la reine, 1969, à la cérémonie d'investiture de Charles comme prince de Galles, eh bien, vous voyez que la jupe s'arrête en dessous du genou. Donc, on a quand même bien, je dirais, 15 bons centimètres de tissu qui ont disparu. Et le petit bibi qu'elle a, bon, on a vraiment une silhouette des années 60, un typique de la fin des années 60. Et donc cette investiture, voilà, marque, à mon sens, la fin de la première période dans la vie de Charles, parce qu'il va se retrouver donc au centre des attentions. Cette année 69, c'est une année charnière, d'abord parce qu'effectivement, il y a cette investiture comme le prince de Galles. Alors là, c'est dans le château de Carnarvon. Événement exceptionnel. L'investiture précédente, c'était 1911, hein, le prince de Galles, celui qui est devenu Édouard VIII, qui a régné même pas un an. Donc là encore, il faut essayer de comparer les images d'actualité de l'époque et ça, 1969. Donc c'est une cérémonie qui est entièrement organisée par justement Lord Snowdon, donc le mari de la princesse Margaret, dans le cadre du château de Carnarvon, qui est un des hauts lieux du pays de Galles médiéval, mais on a une estrade ouverte, voilà, non plus de trône, mais des sièges dont l'inconfort semble manifeste. Hein, et bon, donc ça s'est monté comme une cérémonie pop, si je puis dire, même s'il n'y a pas de musique pop, il y a des bardes. Mais enfin voilà, donc ça c'est donc Charles s'agenouille devant sa mère, donc là c'est après qu'il a été investi, et il promet d'être son homme lige. Donc un serment dont le texte remonte au Moyen-Âge, c'est un serment féodal, c'est aussi simple que cela. Et puis, donc ça c'est l'investiture comme prince de Galles, et puis à peu près au même moment, à la fin du printemps, eh bien, il y a la diffusion du documentaire Royal Family,
Alors, ce documentaire, il est destiné à, en fait, redorer l'image de la famille royale, donc la reine et ses enfants. La reine passait, montrait les sondages d'opinion pour être un peu distante ou out of touch, donc détachée, pas dans le coup. Et donc, le nouveau conseiller en communication du palais eh bien, a l'idée de faire suivre la famille royale pendant 1 an par une équipe de télévision. Et ensuite, donc, on monte un documentaire de 90 minutes. C'est intéressant, c'est que le documentaire, il s'ouvre sur une plan-séquence du prince Charles faisant du ski nautique. Le tout début, c'est la traînée dans l'eau du ski nautique, et puis après, on a le prince Charles. Après, on voit le prince Charles en train de faire du vélo à Cambridge. Un peu plus, on a le prince Charles qui est en train de raconter une histoire, mais complètement vaseuse, enfin bon, à ses amis. Mais voilà, donc il est bien mis, il est quand même mis sensiblement en avant, et donc on voit bien l'idée de la transmission hein, de la dynastie. Bon, là, vous voyez la caméra de télévision, et donc c'est la famille royale prenant le petit déjeuner. Autant dire que la plupart du temps, même si aucune scène n'a été répétée, bien sûr, mais enfin, ça manque totalement de spontanéité. La princesse Anne avait horreur de cette expérience-là. En revanche, le public l'a adoré. Au moment de la diffusion, le 21 juin 1969, sur la BBC, puis sur ITV le 28. Et le documentaire est rediffusé en 1972, après quoi Élisabeth II a considéré qu'en fait, ça banalisait l'image de la monarchie, et le documentaire est parti dans les archives royales de Windsor et n'en est plus jamais sorti. Sauf que, alors pour le coup, il fallait déposer une demande d'autorisation pour aller avoir accès aux archives royales pour visionner le documentaire. Et, sauf qu'en 2021, le documentaire est réapparu sur Internet et maintenant on le trouve alors, sans aucun problème. C'est la même chose, on ne peut pas dire. Enfin, au bout de 60 minutes, on se dit bon, another 20 minutes to go, ça fait quand même, c'est un peu long. Bon, en tout cas, c'est à ce moment-là où Charles eh bien, va être au centre des attentions, dans un premier temps pour le meilleur, puis, au deuxième temps, on le verra, au second temps pour le pire. Au centre des attentions, c'est avec sa carrière militaire. Donc, il sert d'abord dans la Royal Navy, tradition familiale. Hein. Son grand-père avait, c'était duc d'York, qui avait servi dans la Royal Navy, puis il avait participé à la bataille du Jutland en 1916. Son père, Philippe, avait servi dans la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des états de service tout à fait, même plus qu'honorables. Donc, il est officier de marine de 1971 à 1976. Il a ensuite servi aussi dans la Royal Air Force. Il a été breveté, il a eu son brevet de pilote d'hélicoptère en 1974. Il a rejoint ensuite l'escadron air naval, donc en 1975, si je me souviens bien, et il a volé régulièrement sur des avions de transport militaire, des hélicoptères, des avions de vol de la Reine. C'est aussi dans cette décennie-là, au tout début, qu'il rencontre Camille Shand. Alors, Camille Shand, qui est d'une bonne famille, qui est vaguement apparentée par sa mère à la noblesse britannique. Elle est issue de la famille des barons Ashcombe. Enfin, c'est pas... Mais Camille Shand, surtout, c'est l'arrière-petite-fille d'Alice Keppel, la maîtresse d'Édouard VII. Alors, Édouard VII a eu de nombreuses maîtresses, mais il y en a une qui a été... je vais dire sa favorite, mais le terme n'est pas bon. Il a eu... Alice Keppel a été une sorte d'élément de continuité dans une vie sentimentale. Donc, vous savez qu'il il a bien connu Sarah Bernard, entre autres. Enfin, bon, donc, mais Alice Keppel incarne un nouveau type de maîtresse royale. Parce qu'avec Alice Keppel, le prince de Galles, puis Édouard VII, eh bien, trouvait une entente intellectuelle. Donc, ce n'est pas uniquement... Alors, bien sûr, Alice Keppel disait « Mon rôle est de faire la révérence et de sauter dans le lit », mais pas que. Et donc, alors, Camille Shand lui dit, lorsqu'elle est présentée à Charles, mon arrière-grand-mère était la maîtresse de votre arrière-grand-père, que pensez-vous de cela? Manifestement, ça lui a plu, puisqu'ils ont entamé une relation sentimentale, mais qui n'a pas duré pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle n'était pas, par son milieu social, une épouse potentielle, valable pour Charles.
elle n'était pas de famille princière, encore moins de famille régnante. Surtout, Charles est parti en mer. Et comme Camille Lejeune n'avait pas la patience des femmes de marins, eh bien, elle a épousé Andrew Parker Bowles en 1972. Elle est connue sous son nom de Camilla Parker Bowles. Mais quand je lis, quand j'entends parler du mariage, du couronnement de Charles et Camilla Parker Bowles, moi, ça me hérisse les poils. Elle n'est plus Camilla Parker Bowles, elle a divorcé en 1995. Elle a épousé Charles en 2005, donc elle est Camilla Windsor. Un point, c'est tout. Ou Camille Lejeune, si on veut utiliser son nom de jeune femme, enfin de jeune fille, mais ce n'est pas Camilla Parker Bowles. Bon, alors, elle épouse Andrew Parker Bowles en 1972-1973, et puis après, Charles mène une vie assez sentimentale, assez joyeuse, avec rencontrant de nombreuses femmes mariées, ou de couleur, ou pas nobles, ou une combinaison des trois. Donc, pas de possibilité, pas de mariage en vue. Cette photographie-là, il fête son 30e anniversaire avec le groupe des Three Degrees. Récemment, l'une des chanteuses des Three Degrees, dans une interview, a dit que Charles était un véritable obsédé sexuel, womanizer, qu'il a essayé de sauter sur toutes les chanteuses du groupe. Bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que l'image qu'il se forge à ce moment-là, c'est celle d'un prince sportif. Il fait du cricket, il fait de la natation ou du surf, il joue au polo. Et vous voyez, c'est la photographie du milieu. C'est en 1975, je crois. Donc, il est en train de se baigner sur une plage de Perth. Et puis, il y a le mannequin Jane Priest qui se jette sur lui alors qu'il sort de l'eau et donc qui l'embrasse. Enfin, voilà, c'était un peu... on voit Charles en petite tenue et puis aussitôt, les femmes se jettent sur lui. Évidemment, ça plaît, si je puis dire. Et donc, il a cette image donc, de séducteur, de playboy, et qui en fait effectivement un élément important dans la famille, un élément visuellement important dans la famille royale. La décennie, 70, on ne peut pas ne pas évoquer évidemment le jubilé d'argent 1977. Alors, donc avec ici, donc justement, un walkabout de la reine. Ici, c'est le célèbre banquet donné en l'honneur de la reine par le Lord Mayor de Londres. Là, on a, c'est les street parties. Les street parties sont une caractéristique, une partie intégrante de tous les jubilés depuis le jubilé d'or de la reine Victoria en 1887. Donc, les gens pavoisent les rues, dressent des tables, et tout le monde apporte à manger, à boire, et on festoie à la santé de la reine. On trouve le jubilé partout, même dans cette stout, cette bière, un jubilé stout. Et puis, le jubilé est quand même aussi marqué par l'apparition du single des Sex Pistols, God Save the Queen. Donc, single qui atteint la 2e place des charts de la BBC la semaine du jubilé. Et on sait depuis que, en fait, le single était numéro 1 et que vraiment avoir God Save the Queen, Sex Pistols numéro 1, c'était vraiment too much. Et donc, elle a rétrogradé les Sex Pistols et proclamé numéro 1. Alors, je confonds toujours, mais c'est une espèce de bluette sentimentale dégoulinante de saxophone. C'est pas Baker Street, Johnny Rafferty, je confonds, mais bon, peu importe. En tout cas, c'était quelque chose de beaucoup plus consensuel, c'est certain. Bon, n'oublions pas non plus qu'en 1973, Anne se marie avec un capitaine de cavalerie non noble, donc signe d'ouverture de la famille royale. Mais évidemment, je disais, prince sous le regard des projecteurs pour le meilleur, mais aussi donc, pour le moins bon, avec l'épisode 1981-1997, le mariage du siècle et ses déconvenus. Donc là, ce sont 3 photographies, donc une chronologie, chronologiquement, la structure est chronologique. Ici, c'est la photographie très, très connue de la princesse, ce qu'elle devenir la princesse Diana, quand elle, Diana Spencer, quand elle travaillait comme assistante au jardin d'enfants de Pimlico, Kindergarten,
donc avec le photographe qui voit le rayon de soleil qui apparaît, donc qui fait ressortir les jambes les jambes de la jeune femme, hein, donc à travers l'étoffe transparente. Le Sun publie cette photo avec comme le titre, c'est She's Got Legs, elle a des jambes. Mais c'est à l'époque où il y avait une chanson de je ne sais plus quel groupe de rock qui s'appelait Legs et qui avait un énorme succès. Bon, voilà. Donc ensuite, mis un peu au pied du mur par son père Charles, donc annonce qu'il va épouser effectivement la jeune Diana Spencer. Charles present his bride to be, My Shy Di. Mais c'est le début hein, de la avant cette période-là, le mariage de Charles, les tabloïds n'utilisaient pas ces diminutifs pour parler des membres de la famille royale. Mais rapidement, Charles et Diana sont devenus Chuck and Di. Bon, donc, dans les années 50, il montre aussi une certaine perte du prestige de la monarchie auprès d'une presse grand public. Donc là, Charles présente sa future femme et après donc un mariage qui est le mariage de tous les superlatifs, 750 millions de téléspectateurs, le mariage organisé à la cathédrale Saint-Paul et non pas à l'abbaye de Westminster pour accueillir plus de monde et pour pouvoir aussi loger davantage de caméras de télévision. Eh bien, en 1982, c'est la naissance du prince William, suivi en 1984 par celle du prince Harry. Et nous allons retrouver l'actualité la plus récente, puisque au moment de la naissance de Henry, mais surnommé Harry, Charles a dit à Diana, c'est merveilleux, vous avez fait votre devoir, vous m'avez donné a here and a spare. Donc, spare, le titre que Harry a donné à ses mémoires, et qu'on traduit en français par le suppléant. Alors bon, je suis un historien qui parle anglais, je ne suis pas angliciste, donc, mais il me semble que ce n'est pas forcément très bien traduit, parce que je crois me souvenir que spare parts sont les pièces de rechange. Et donc, je crois que tu m'as donné un héritier et un de rechange, ce serait beaucoup plus pertinent comme traduction. Et si Harry semble avoir mal vécu ce statut de pièce de rechange, il faut quand même bien voir que sans héritier de rechange, il n'y aurait pas eu Henri VIII, parce que Henri VIII est le deuxième fils d'Henri VII, son frère Arthur, qui est mort prématurément, et comme ça, il est monté sur le trône. S'il n'y avait pas eu de pièce de rechange, il n'y aurait pas eu non plus d'Édouard VII, puisque le duc Albert Victor, duc de Clarence, qui n'était pas une lumière, a eu la bonne idée de mourir parce qu'il a une syphilis au 3e degré, mais peu importe. Et donc, c'est Bertie qui... c'est le futur... Donc, excusez-moi, je me trompe de génération. Donc, sans héritier de rechange, il n'y aurait pas eu de George V, puisque c'est le duc Albert Victor de Clarence, le duc de Clarence Albert Victor est décédé prématurément, et donc c'est son frère, Georges duc d'York, qui est devenu roi en 1910 le nom de George V. Sans héritiers de rechange, il n'y aurait pas eu non plus Georges VI. Enfin, bon, là, il y avait encore 2 autres fils. En tout cas, je pense que lorsque Charles a dit « vous m'avez donné un héritier de rechange », il ne pensait pas à mal, hein, mais c'était quelque chose qui renvoie à une connaissance intime, pourrais-je dire, de l'histoire de la monarchie britannique. Comme la fois où il a dit à Diana « je serais quand même bien le premier prince de Galles à ne pas avoir de maîtresse ». Donc, ce mariage, en tout cas, qui se déroule dans un contexte économique pour la Grande-Bretagne très compliqué. Hein. C'est la crise économique qui accompagne le passage d'une économie administrée à une économie déréglementée avec Margaret Thatcher, c'est 1980-81, les émeutes à Brixton, dans le sud de Londres, les émeutes de Toxteth à Liverpool. Mais donc là, le jubilé de 77 et le mariage de 1981 sont vraiment l'apothéose de la monarchie, et cela incarne cette vocation de la famille royale britannique à incarner la famille idéale. Néanmoins, les choses ne vont pas, ce conte de fées ne va pas durer longtemps, puisque dès le milieu des années 80 commencent à circuler des rumeurs de mésentente entre Charles et Diana. En 1992, c'est la parution du livre d'Andrew Morton, Diana, A True Story. Et en fait,
il y a trop de détails intimes et précis pour que ce soit le résultat d'une simple enquête journalistique. En fait, on le sait, hein, c'est Diana qui a tenu le stylo d'Andrew Morton pour rédiger l'ouvrage, excusez-moi. Pourquoi ces éléments, ces tensions? En fait, le premier élément, c'est que Charles n'a pas supporté que Diana lui vole la vedette médiatique. Les années 70, les journalistes courent après Charles, les années 80, les journalistes courent après Diana. Lorsque, au cours de visites, hein, Diana va sur un trottoir, tout le monde est content. Et donc, ceux qui sont sur le côté du gauche, mettant de la rue, tout le monde est content. Et puis, ceux qui sont sur le trottoir qui est emprunté par Charles, ben, on aurait préféré Diana. Et ils n'étaient pas du tout habitués à ça. Donc, premier élément. Deuxième élément, voilà, la date reste encore peu connue, mais c'est fin des années 80, fin des années 70, au début des années 80, que Charles a repris sa liaison, renoué sa liaison avec Camilla Parker Bowles. Est-ce que Camilla aurait dit à Charles d'épouser Diana? Non, c'est une souris que l'on mènera. J'y étais pas. Mais c'est ce qui se dit, se murmure. Bon. Rumor has it. Donc, et en fait, à partir du début des années 90, eh bien, là, on va avoir toute une série d'éléments, de preuves de plus en plus flagrantes qu'il y a une mésentente entre les deux. Néanmoins, 1992 ne se limite pas à l'ouvrage d'Andrew Morton. Il y a aussi le divorce de la princesse Anne, qui épouse ensuite le colonel Tim Lawrence, qui était son amant. Le 20 août 1992, c'est le Sun, je crois, le Mirror, qui publie des photographies de Sarah Ferguson, duchesse d'York. Andrew s'était marié en 1986. Et donc, la duchesse d'York qui est en termes de très grande amitié avec son homme d'affaires texan au bord d'une piscine sur la côte méditerranéenne. Elle lui lèche l'orteil. Ou il le lâche l'orteil, je ne sais plus exactement qui lâche qui, mais enfin bon. Donc, le 24 août 1992, c'est le Diana Gate. C'est l'apparition dans la presse People de la transcription d'un dialogue intime, même très intime, entre Diana et James Kilby, qui était son amant de l'époque, hérité d'une famille de producteurs de gin. À un moment, elle se demande même qu'elle a peur de faire un enfant qui ne serait pas de Charles, et Gilbert lui répond en substance que les précautions qu'il prenne sont suffisantes. Et puis, donc il y a ensuite le voyage en Corée de novembre 1992, où les journalistes surnomment Charles et Diana The Glums, je pense qu'il y a les sinistres. Et enfin, janvier 1993, c'est le Camilla Gate, ce que la série Netflix a baptisé le Tampon Gate. Je suis allé vérifier, ça n'a jamais été à l'époque appelé le Tampon Gate, c'était le Camilla Gate. Mais effectivement, donc, le dialogue olé olé, tel qu'il est retranscrit dans la série. Mais pourquoi la série met en avant le Camilla Gate et passe sous silence le Diana Gate? Ça, c'est moi qui ai écrit le scénario. En tout cas, en termes d'image, le Camilla Gate est beaucoup plus dévastateur que le Diana Gate. Bon, il faudrait évoquer aussi l'incendie de Windsor en 1992 et tous les débats qui tournent autour de la richesse de la reine. Et donc, Elisabeth II, qui en février 1993 décide volontairement de payer une somme équivalente à l'impôt sur le revenu sur ses revenus personnels. Donc, il y a effectivement toute une série d'éléments qui viennent écorner l'image de la famille, de la monarchie familiale, famille Monarchy, qui prévalait depuis le règne de Victoria. Je retiendrai deux éléments seulement. Là, c'est très bien retranscrit dans The Crown. C'est l'émission, c'est le 29 août 1994. Ce jour-là devait être diffusé à la télévision un très long documentaire consacré à Charles, accompagné d'une interview. C'est dans ce documentaire-là que Charles explique que oui, il était revenu vers Camilla, mais, ajoutait-il, après que mon mariage a été irrémédiablement échoué. Donc là, il officialisait la chose.
Diana ne savait pas ce qu'il allait dire, mais elle savait que son mari passait à la télé, donc le 29 août 1994 au soir. Et donc, que fait-elle? Eh bien, elle se rend à une occasion, enfin, un engagement tout à fait secondaire, inaugurer une exposition dans la galerie, une galerie d'art à Hyde Park sur la Serpentine, mais elle arrive avec cette robe-là, that dress. Elle avait demandé à sa couturière de lui faire une robe drop dead gorgeous. C'est une des robes les plus iconiques de la princesse Diana. Il est bien évident que tous les journalistes sont à Hyde Park et que le pauvre Charles donc, parle à la télévision devant un public clairsemé. En fait, Diana, qui pourtant, enfin, en même temps, cette circonstance, en même temps que Diana se plaignait de l'attention excessive des photographes, si elle savait très bien utiliser les médias, la preuve. Hein. Et puis, le coup de maître, c'est assurément l'interview pour le magazine de la BBC Panorama, le 20 novembre 1995. Cette interview enregistrée dans le plus grand secret dans ses appartements du palais de Kensington, et donc nuitamment diffusée donc, à la fin du mois de novembre, et où Diana eh bien, reconnaît tout, confesse tout. La boulimie, les tentatives de suicide, le fait que Camilla Parker Bowles était l'unique responsable de l'échec de son mariage. Je la cite, « Nous étions 3 dans ce mariage, on commence à sentir un peu à l'étroit. We are 3 in this marriage. Started to be a little bit crowded, si je me souviens bien. Donc, ou encore la liaison qu'elle avait avec James Hewitt. 22 millions de téléspectateurs pour ce documentaire. Donc, depuis 1992, Charles et Diana étaient séparés de corps. Le divorce, là, été inéluctable. Et puis, bon, Andrew Parker Bowles n'a quand même pas pu continuer à faire semblant de rien savoir à propos des rapports entre son épouse et Charles, même s'ils vivaient de fait séparés de corps. Et donc, le divorce survient en juillet 1996. L'épreuve culminante néanmoins pour Charles, eh bien, c'est le décès de son ex-épouse, le 31 août 1997. Et c'est là que Charles a été, alors seul ou en suivant aussi les avis de Tony Blair, que par contre la reine n'écoutait absolument pas, donc le nouveau Premier ministre travailliste britannique, Charles a compris qu'en termes d'image, rester à Balmoral, c'était la plus mauvaise chose au moment où les Britanniques se demandaient pourquoi il n'y avait pas de réaction officielle de la famille royale. Non, bon, là, c'est des images très connues. Hein, les journaux qui paraissent en éditions successives dans la nuit du samedi au dimanche 31 août 1997. C'est pour ça que là, on voit Dodie Dead, Die Badly Injured. On ne sait pas encore qu'elle est morte. Bon, après, Diana is dead. Mais donc là, la mer de fleurs hein, devant le palais de Buckingham. Et puis, donc là, bon, les images de Charles avec ses 2 enfants regardant les témoignages d'affection du public, le passage du cortège funéraire et la reine donc sortie en avance devant le palais de Buckingham, attendant le passage du cortège funéraire. Et on ne va pas photographier ici baissant la tête, mais vous savez que la reine avait incliné la tête lorsque le cercueil de Diana était passé devant elle. Et donc là, Charles est celui qui a compris qu'il fallait que la monarchie sorte des cadres, des carcans habituels pour ne pas se couper complètement de la population. Car finalement, que demandent les Britanniques, en tout cas que demandent les sujets d'un souverain constitutionnel, c'est que ce souverain eh bien, soit à l'unisson de leurs sentiments, que ce soit des sentiments de joie, des sentiments de tristesse, et fasse abstraction de ses propres sentiments. Je ne sais pas si je vais la même phrase. Mais ce que la reine pensait de la mort de Diana, ça ne les intéressait pas. Ce que les Britanniques voulaient, c'était que la reine montre qu'elle partageait leur chagrin. Et donc, le passage qui est dans le film de Stephen Frears, The Queen, n'est pas de la licence cinématographique. Ce passage où on voit la reine, Helen Mirren, et le prince Philippe qui sortent devant les grilles du palais de Buckingham et qui regardent les bouquets de fleurs, etc. Et puis, la petite fille avec son bouquet de fleurs et la reine qui se penche, qui lui dit « Où veux-tu, où voulez-vous que je le dépose ?» Et la petite fille qui lui répond « Non, c'est pour vous, madame. » Et au moment de la mort
reine Elisabeth II, je ne sais plus quelle chaîne de télévision, est allée retrouver la jeune, la petite fille de l'époque, maintenant est une femme jeune, et qui a dit oui, c'est bien moi qui ai donné ce bouquet à la reine. Et à ce moment-là, c'est fascinant quand on regarde la chronologie fine. À ce moment-là, il y a le retournement de l'opinion publique. Les critiques envers la reine diminuent, mais pratiquement en 24 heures. Et on a cette monarchie, cette reine qui est à l'unisson de ces sujets. Donc, après, voilà, excusez-moi, j'ai perdu un peu dans mes feuilles. Donc, après cette épreuve difficile, eh bien, le prince de Galles, bon, vous savez, les funérailles ont été par 2 milliards de personnes dans le monde. Bon. Après cette période de crise très intense, eh bien, Charles a ensuite été de plus en plus impliqué, engagé dans les affaires de la monarchie au cours des 2 décennies, 2002-2022, qui constituent pour Elisabeth II une fin de règne triomphale. Tout d'abord, Charles a su se modeler une nouvelle image, celui d'un père célibataire, lone parent, je ne pas parent isolé. Bon. Donc ici, avec ses 2 enfants à Gstaad, et ici à Balmoral, donc vacances d'hiver, vacances d'été. La popularité de la reine Elisabeth II a aussi continué à s'améliorer pour des raisons parfois tristes. C'est le décès de la princesse Margaret en février 2002, suivi par celui de sa mère, la reine-mère, à 102 ans, en mars 2002. Et bon, les Britanniques connaissaient l'étroitesse des liens entre la mère et les 2 sœurs. Et donc, ils ont bon cœur, ils ont compati. Et puis, il y a des événements plus joyeux, les jubilés d'or de 2002, de diamant de 2012, qui faisaient égaler, permettaient à Elisabeth II d'égaler la reine Victoria, excusez-moi. Il y a ensuite les naissances, le mariage de William avec Kate Middleton, issue d'une classe moyenne de bon niveau de revenus, mais bon, extrêmement, qui n'a aucun rapport avec l'aristocratie. La naissance de leurs enfants, George en 2013, Charlotte en 2015, Louis en 2018. 2018, c'est aussi l'année du mariage de Harry et de Meghan Markle, une actrice américaine divorcée, mais divorcée aux États-Unis. Donc, ce n'est pas reconnu en Grande-Bretagne. C'est pour cela qu'il a pu y avoir une cérémonie religieuse dans la chapelle Saint-Georges à Windsor. Parenthèse. Quand on dit que Wallis Simpson était 2 fois divorcée, oui, mais le premier divorce aux États-Unis ne comptait pas. En revanche, le divorce qu'elle obtient en novembre 1936 avec Ernest Simpson, lui, là, il compte. C'est ça qui bloquait dans l'establishment. Je referme ma parenthèse. Donc, ce mariage est suivi par 29 millions de téléspectateurs en direct. Et bon, ça passe pour une nouvelle preuve d'ouverture des Royals, puisque Meghan Markle était métisse. Bon, je n'ai pas le temps, je ne vais pas développer le Mexit. Mais donc, vous voyez ici quelques exemples de cette période-là. Donc là, la couverture médiatique à la mort de la reine-mère. Hein. Là, c'est la reine qui réunit ses anciens premiers ministres vivants. Donc, on connaît Tony Blair, Margaret Thatcher, Ted Heath, James Callaghan et John Major. Là, bon, je ne sais plus l'apparition au balcon de Buckingham, je ne sais plus à quel, sans doute les 2 jubilés, je pense. Et puis le mariage de Charles et de Camilla, car effectivement, en 2005, eh bien, Charles et Camilla se marient civilement à l'hôtel de ville de Windsor, sans réaction hostile de l'opinion, 8 ans après avoir été la personne la plus détestée du Royaume-Uni. C'est quand même un exemple d'évolution. Et puis, j'évoquais tout à l'heure, hein, je sais, j'arrive à la fin de mon propos, presque, j'évoquais tout à l'heure le fait que bon, la reine Elisabeth II avait servi aussi de point de ralliement, beacon, hein, c'est un terme qui venait souvent dans le cadre d'opinion, au moment des difficultés britanniques, hein, en particulier au moment de la crise du Covid. Et dans ce contexte-là, une reine, bon, commençant quand même à accuser son âge, eh bien, Charles a joué un rôle plus présent dans les engagements officiels. Par exemple, en 2013,
il a représenté sa mère lors du sommet des chefs d'État du Commonwealth au Sri Lanka, parce que la reine Elisabeth II avait arrêté de faire des déplacements en avion trop longs. Bon, et puis, en avril 2018, les membres du Commonwealth ont reconnu Charles comme futur chef du Commonwealth après sa mère. Moi, je pense, enfin, était-ce un choix de cœur, un choix de raison? Je pense que, de cœur peut-être, mais en tout cas de raison, il est vrai que 54 pays membres du Commonwealth, si vous n'avez pas quelqu'un qui devient chef du Commonwealth, en gros, par succession dynastique, vous avez 54 candidats au titre de chef du Commonwealth, et donc c'est la foire d'empoigne. Donc même les moins fans, si vous me permettez cette expression, de la famille royale, on dit, bah, finalement, il vaut mieux le prince Charles que pour se battre à couteau tiré. Mais bon, c'est un point de vue personnel, mais je pense que je suis pas mal de la réalité. Donc bon, je passe sur les funérailles de la reine Elisabeth II, mais enfin, quand même, donc là, on revoit la photographie. Cette carte nous montre les pays envoyés en représentant aux obsèques de la reine, donc c'est vraiment, ça a été une cérémonie planétaire. Hein. 4 milliards de téléspectateurs, spectateurs ou téléspectateurs. Donc, du coup, on a bien effectivement le règne de Victoria et le règne d'Elisabeth II qui sont la séquence débutante et finissante d'un long 19e, longue période 19e, 20e siècle où la Grande-Bretagne joue quand même une histoire tout à fait hors du commun. Et donc, après, je terminerai par là. Bon. Encore une fois, l'historien étudie le passé. Il n'a pas de boule de cristal pour prévoir l'avenir. Mais je pense quand même que la monarchie n'est pas contestée. La pétition du groupe Republic demandant l'annulation des cérémonies du couronnement, elle a recueilli quelques milliers de signatures. Republic tablait sur quelques centaines de milliers, ça stagne. Bon. Accrocher une pancarte qui a été marquée au bureau de vote, polling station, sur les grilles du palais de Kensington, suggérant qu'il fallait faire un référendum sur le maintien de la monarchie. Mais voilà, il y a la pancarte, il y a les deux personnes qui l'accrochent, et puis il y a un photographe ou deux, puis c'est tout, quoi. Charles, ensuite, semble mener ça, endosser à nouveau, comme sa mère, le rôle de chef de famille. Il a redimensionné la monarchie, redéfini les rôles de chacun, relégué un certain nombre d'éléments périphériques, justement à la périphérie de la famille, notamment Andrew, compromis dans l'affaire Epstein. Andrew va récupérer dans le parc de Windsor, Frogmore Cottage, dont Harry et Meghan ont été privés. Et puis, à Kensington, eh bien, les ducs de Kent ou de Gloucester, au lieu d'être logés gratuitement, devront désormais payer leur logement au prix du marché. À Kensington, ce n'est pas donné. Hein. Bon. Donc, mais à mon sens, là, il y a deux éléments qui sont importants. Premier élément, c'est le Commonwealth. Et j'évoquais tout à l'heure le grand voyage que Charles et son épouse vont mener, les voyages menés dans les pays du Commonwealth. Parce qu'effectivement, dans le Commonwealth, il y a 54 pays, mais sur les 54 pays, il y en a 15 qui sont des royaumes du Commonwealth, avec donc le monarque britannique comme chef d'État. Est-ce que le Canada? Est-ce que l'Australie? La Nouvelle-Zélande? Est-ce que la Jamaïque? Est-ce que Saint-Christophe et Névis, Antigua, Montserrat vont vouloir conserver le lien dynastique ou, comme la Barbade, voudront-ils couper le lien? La Barbade a dit que c'était pour s'affranchir de tourner le dos au passé colonial. Dont acte. Mais en tout cas, donc là, c'est un déplacement prévu sur 2 ans, avec un Commonwealth quand même sensiblement changé par rapport à, très, très largement changé par rapport à ce qui était en 1953-54. Et bon, pour faire face à la cancel culture, le roi Charles III a commissionné une enquête sur les liens entre la monarchie britannique et la traite des esclaves du XVIIe siècle. N'oublions quand même pas que c'est la Grande-Bretagne qui a supprimé le commerce des esclaves en 1803 et aboli la traite, aboli l'esclavage dans son empire en 1833. Et puis, il y a aussi, et ce sera mon dernier point, le rôle politique
de Charles. En tant que prince de Galles, en tant que prince de Galles, eh bien, il a beaucoup écrit, excusez-moi, aux différents ministres sur des sujets très divers, l'écologie, l'architecture, l'éducation, la pauvreté, l'agriculture. Et donc, il écrit à titre privé, mais il y a tout un débat, notamment une action menée par le Guardian pour obtenir publication de ces messages, de ces mémorandums, de memos. Donc, ils ont été rendus publics en 2015, une procédure qui a été longue, hein, entre au moins 2 ans ou 3 ans. Et donc, bon, il est apparu que le prince Charles, effectivement, avait d'écrire, donner son avis sur tout. Alors, certains sont plaints en disant oui, ces lettres étaient placées au sommet de la pile, alors que ceux d'autres de Britanniques lambda, de Mr. Average, étaient en bas de la pile. Bah, il suffisait, enfin, c'est parce que les ministres le voulaient bien, hein, il suffisait qu'ils prennent la lettre en haut de la pile et la mettent en bas de la pile. C'est ce que faisait Gladstone avec tous les télégrammes ou lettres que Victoria lui envoyait. Il n'a absolument rien à faire, il les recevait, il les lisait, et puis il disait, bon, et maintenant ça suffit, on passe à autre chose. Alors, il y a bon, un épisode qui m'avait bien fait, enfin, m'avait amusé. C'est au moment de la deuxième audience de Liz Truss, on n'a pas eu beaucoup, hein, vous savez, mais de la deuxième audience de Liz Truss avec Charles. Et donc, Charles va à sa rencontre, puis, donc elle fait la révérence, et puis on l'entend qui dit « Oh, c'est vous encore, oh là 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 là, it's you again, oh dear, oh dear, oh dear. » Bon, ça, sa mère l'aurait jamais fait. On comprenait bien que Liz Truss n'était pas vraiment son genre de beauté. Mais en tout cas, ça fait une dizaine d'années que Charles a bien dit que le moment venu ne serait pas meddling king, un roi donc, qui interviendrait, qui s'interférerait. Et donc, voilà, en fait, et je termine là parce que j'avais évoqué en introduction, bien conscient que, comme le règne d'Édouard VII après celui de Victoria, le règne de Charles III, c'est un règne de transition. À mon sens, Charles III entend proposer un certain nombre de réformes dans l'institution monarchique qui ne peut pas fonctionner 70 ans plus tard comme elle fonctionne en 1953 et laisser le moment venu, bien sûr le plus tard possible, mais laisser à son fils une institution monarchique qui, elle, pourra se perpétuer pendant plusieurs décennies. On peut supposer que William aura un règne qui ne sera pas uniquement éphémère. Et alors, quand même, pour ne pas laisser croire que je suis totalement imperméable aux républicains, je finis toujours cette conférence sur cette diapositive-là, donc du magazine Private Eye. Le premier, comment le rôle de la reine a changé à travers les décennies. Alors, je trouve ça, c'est vraiment trop drôle, puisqu'on voit la reine dans les années 50, 60, etc. Donc, en fait, les vêtements changent, vous voyez là, c'est 77, je crois. Mais en revanche, elle fait toujours le Royal Wave. Donc, autrement dit, Private Eye, la reine, son rôle n'a jamais changé. La reine ne sert à rien. Elle change de tenue, mais elle fait toujours le Royal Wave. Vous savez, oui, ces petites statuettes en plastique animées qui remuent la main. J'aime bien celle-là aussi, au moment du mariage de Charles et de Camilla. Charles se tourne vers sa mère et dit « Nous sommes enfin mariés ». Et Elisabeth II qui répond « Oui », et l'un avec l'autre. Puis bon, là, c'était pour équilibrer la diapositive, donc au moment du jubilé de diamant. Donc, quelqu'un qui, dans l'abbaye de Westminster, le service d'action de grâce, dit « Vive la reine », et Charles qui dit « Oui, enfin jusqu'à un certain point ». Parce que ce n'est pas forcément prévisible, hein, la qualité de la résolution n'est pas très très bonne, hein, mais bon, c'est très bien d'avoir cet écran. Et donc, mais voilà, donc Private Eye, c'est vrai, a quand même un humour. Et quand on dit que Private Eye, c'est le canard enchaîné français, je trouve que c'est pas rendre justice à Private Eye, qui est quand même beaucoup plus drôle que le canard enchaîné. Je vous remercie.